Bienvenue dans Bis sans fil, le podcast qui parle d'entrepreneuriat sans paillettes, sans faux semblants et sans langue de bois. Moi, c'est Nadia, entrepreneuse, maman et comme beaucoup de femmes, j'apprends chaque jour à jongler entre mille projets, ma vie de famille et les imprévus du quotidien. Chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat et des parcours de femmes. Parce que derrière chaque femme, il y a une histoire faite de doutes, de défis, de persévérance, mais aussi de rencontres, de réussites et de belles histoires. Parfois, je prends le micro seule pour vous partager mon expérience, mais parfois, je pars à la rencontre de femmes inspirantes qui racontent leur parcours avec authenticité. Une seule promesse ici. On parle vrai. Alors, prenez votre café, votre thé ou simplement quelques minutes pour vous et c'est parti pour un nouvel épisode de Bis sans fil. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Bis sans fil. Sur les réseaux, on voit beaucoup le résultat. Les vidéos, les belles photos, les collabs, mais on voit beaucoup moins les parcours, les doutes, les échecs, les difficultés. Les difficultés, exactement. Aujourd'hui, je suis pas derrière mon bureau, ni derrière mon écran, mais chez Apolline, créatrice de contenu UGC, qui a eu la gentillesse de me recevoir afin qu'on puisse échanger sur son parcours, du salariat à l'entrepreneuriat, des coulisses de son activité, mais aussi tout ce qu'on ne voit pas sur Instagram. Bonjour Apolline, merci encore de me recevoir. Je t'en prie. On va parler un peu plus de toi, de ton activité. Avant de commencer, peux-tu te présenter? Moi, c'est Apolline, j'ai 29 ans. Je suis créatrice UGC, c'est-à-dire que je réalise des publicités pour les réseaux sociaux pour les marques, donc surtout les marques animalières. L'idée m'est venue parce que quand je suis tombée enceinte, je me suis dit que j'avais envie de pouvoir être à mon compte pour élever ma fille, m'occuper de mes animaux et aussi combiner un peu tout ce que j'aime bien. Mais parce que auparavant tu faisais quoi? Alors avant j'étais salariée, donc j'étais responsable marketing et communication au Luxembourg. À un moment donné, j'ai voulu partir à La Réunion, donc j'avais démissionné et à La Réunion, j'ai appris que j'étais enceinte. Et là j'ai pas réussi à retrouver un contrat pendant ma grossesse et je me suis dit OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire parce que ça me plaisait quand même ce que je faisais avant, mais d'un autre côté j'avais envie de pouvoir travailler à mon rythme, mais surtout de chez moi pour pouvoir voir ma fille grandir et m'occuper aussi des animaux parce que moi mes animaux c'est comme ma famille, donc j'ai besoin de temps aussi pour eux. Ça prend du temps. Surtout que j'en ai beaucoup. Ah oui, t'en as combien? J'ai 2 chiens, un chat et puis un cheval. Ah oui, effectivement, t'en as plus que moi. Alors, mais comment tu décrirais vraiment ton métier, mais plus en profondeur, à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton métier? Tout ce qui est création UGC, c'est vraiment des vidéos qui vont donner envie aux clients d'acheter. Donc les marques vont les utiliser pour faire des publicités. Par exemple, les publicités que tu peux voir dans tes stories Instagram quand tu swipes ou sur TikTok ou Snap. Tout ça, ça va être des vidéos UGC. Donc en fait, ce sont des personnes comme moi. Donc pour ça, on suit toute une structure au niveau de notre vidéo, puisqu'on fait pas ça comme ça au hasard. Tout est pensé. Il y a une stratégie derrière. Soit on va faire des vidéos ads, donc pour tout ce qui va être publicité qui vont être diffusées, soit on va faire du contenu organique, donc là c'est du contenu qui va être directement publié sur le compte du client. D'accord. Et en fait, ça, tous les produits, tu les testes? Les clients m'envoient les produits à la maison, je teste, je fais les vidéos, et puis voilà, ça fonctionne toujours comme ça. T'apprécies tous les produits qu'on t'envoie ou il y en a, c'est limite, mais tu le fais quand même? Alors globalement, j'apprécie quand même tous les produits. Il y en a parfois, ça fonctionnait pas du feu de Dieu. Ça m'est arrivé quelques fois, c'est rare. Oui. Globalement, je suis quand même toujours contente de mes collabs. Les seules collaborations, on va dire que j'utilise pas forcément, c'est quand je dois faire alimentation pour chien ou pour chat. En fait, mes animaux, ils ont une alimentation de base. Du coup, quand c'est une marque différente, je m'amuse pas à leur faire des transitions tous les 4 matins pour pas abîmer leur système digestif. Donc, je vais faire la publicité. Mais par contre, ils gardent leur alimentation de base en dehors. D'accord. Et ce que je fais, c'est que je fais des dons à la SPA de tout ce que j'ai en trop. Ah, c'est super sympa. C'est pas tout le monde qui y pense. Je me dis, c'est quand même un métier où il y a pas mal de surconsommation finalement, vu que tu reçois tous les produits chez toi tout le temps et parfois tu reçois des grosses quantités de choses que tu vas pas toujours utiliser. Donc, autant que ça profite à des animaux, des personnes qui en ont vraiment besoin, que ce que moi, je me retrouve avec un stock qui sert à rien ou qui finisse à la poubelle. Et tu fais que toute la partie animalier, tu fais rien d'autre? Je fais aussi d'autres collaborations. Par exemple, j'ai fait Mythique, j'ai fait Capri Sun. Bon, j'aime bien, mais c'est vrai que moi, ce que je préfère faire, c'est les animaux. Quel était ton parcours professionnel avant de devenir créatrice UGC? Tu faisais partie de la com, donc quelque part,
t'es pas partie de zéro. Non. Tu connaissais déjà ce métier. Alors moi, mon parcours professionnel, il est un peu atypique parce que à la base, moi quand j'avais 18 ans, je suis partie de chez moi. Je suis partie comme ça, j'avais rien, j'avais pas d'études ni rien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes études plus tard. J'ai eu l'opportunité d'aller jusqu'en licence, donc j'ai fait un bac+3 en management. Donc là, tu vois, c'est encore différent. J'ai pas fait mes études dans la com. Et j'ai eu par contre la chance d'avoir des patrons qui me laissaient l'opportunité de faire les choses. C'est-à-dire que moi, mon premier patron pendant 2 ans, comme il était lui-même graphiste et photographe, il m'a aussi, il m'a formé, il m'a accompagné, et du coup, je faisais tout ce qui était visuel produit, gestion du blog, gestion des réseaux sociaux. Je faisais déjà tout ça. Et en parallèle, j'avais aussi toutes mes expériences personnelles sur les réseaux sociaux parce que je faisais beaucoup d'influence. Et je faisais des émissions télé, je faisais des événements donc avec d'autres influenceurs. Je faisais aussi des représentations un peu partout en France. C'était avec mes animaux, c'était avec mes lapins à ce moment-là. Et ensuite, j'ai eu un autre compte où là, j'ai voyagé, j'ai fait le tour d'Europe en Twingo avec mon chien et mon chat. Non, c'est trop bien. Et du coup, à ce moment-là, pareil, j'ai aussi fait des émissions télé, etc. Avec mes animaux. Toutes ces expériences personnelles, ça m'a permis d'entrer au Luxembourg parce que moi, ils m'ont embauché pour ça, pour tout ce que je savais faire en dehors. C'était pas forcément du pro parce que j'étais pas rémunérée. Je faisais aussi beaucoup de collabs avec des marques, mais pareil, des collabs en échange de cadeaux. J'ai commencé comme ça, je suis entrée au Luxembourg et puis c'est là où ils m'ont laissé ma chance. J'ai fait une formation de 6 mois avec une professionnelle du milieu et grâce à elle, après, j'étais lancée, j'étais en CDI et puis voilà. Jusqu'à ce que je parte. Tu l'as déjà imaginé que tu allais arriver à être entrepreneuse? Non, alors pas du tout. Je me suis toujours dit je serais pas capable parce que j'avais peur de gérer tout ce qui est facturation, prospection client. Alors ça c'est mon angoisse. Enfin avant, maintenant ça va. Maintenant j'aime bien. Je me suis dit c'est pas pour moi. Puis pareil, j'avais peur de pas avoir la rigueur à la maison. De me dire allez aujourd'hui je travaille, je me fais mon planning. En fait, comme je suis passionnée par ça, tout se fait tout seul. Puis même au niveau de la facturation, honnêtement moi sur le logiciel, ça se fait tout seul, c'est très facile. Je m'attendais à pire. Des fois il y a des logiciels qui font tout pour toi, donc c'est vrai que c'est plus facile quand t'es en micro, alors que d'autres entreprises qui génèrent plus de chiffre d'affaires, là ils sont obligés de passer par un comptable avec un logiciel bien précis. Alors qu'est-ce qui te plaisait dans le salariat? Ce qui me plaît dans le salariat, il y a quand même la sécurité financière de dire tous les mois, t'as quand même ton salaire. C'est vrai que c'est quand même le gros stress que j'ai en tant que créatrice UGC de me dire, les mois où je fais moins, comment je paye les factures. Alors que, au moins dans le salariat, c'est fixe, c'est comme ça. J'aimais bien aussi le fait de sortir de chez moi, parce que globalement, j'aimais bien mes collègues. J'étais contente de les voir, de me dire, le midi, potentiellement, on va pas manger comme ça avec notre Tupperware, mais on va sortir au resto, on va discuter, on crée du lien. C'est vraiment ce manque-là qui te manque dans cette partie salariale? Alors, oui et non. Je dirais plutôt la sécurité financière parfois. Après, au niveau de tout ce qui est collègues et tout ça, ça me manque pas dans le quotidien, mais parfois de me dire faire plus de rencontres, oui. Donc là, il faut faire les réseaux. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on s'est connus comme ça. Oui. Donc merci à Suzy, petit clin d'œil. Alors, quel a été vraiment ton déclic qui t'a poussé vraiment à entreprendre? Franchement, moi c'était quand même vraiment ma fille en priorité parce que je voulais avoir le temps. Je suis une personne qui marche beaucoup. Parfois je vais avoir le moral, je vais être à 100%, et puis parfois paf, ça retombe un peu, je vais être à 0 ou moins 10. À ce moment-là, je me dis là j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de faire les choses à mon rythme. Et ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire dans le salariat, faut être à 100% quand t'es à ton travail. C'est vrai. De 8h à 17h, paf, voilà. Et en fait, j'aime ce côté vraiment de me sentir libre. De me dire je fais comme je veux. Ah oui, ça c'est vrai que l'entrepreneuriat, on peut faire tout ce qu'on veut, tout en restant à réussir à gérer son temps et c'est les enfants, surtout quand on a des enfants. Oui, c'est ça. Ça prend énormément de temps. Quel a été ton premier sentiment lorsque tu as signé ton premier contrat? Alors, c'était assez contradictoire parce qu'il y avait une partie de moi qui était fière de me dire ouais, super, et je sais pas pourquoi. Alors ça me le fait pour toutes les nouvelles situations de me dire non, je regrette, je vais tout arrêter. C'est peut-être le résultat final. Je sais pas. La peur panique à chaque fois que je réussis quelque chose ou que je fais quelque chose de nouveau, de me dire non mais finalement c'est comme quand j'ai emménagé ici par exemple. Avant j'avais un appartement minuscule, on se marchait dessus, et quand on est arrivé ici j'étais en mode non mais en fait je regrette. Je sais pas, tu sais, un sentiment un peu de panique de la nouveauté, de se dire ma vie elle va changer, alors que c'est pour du mieux. Voilà. Oui, je pense que c'est le fait que tu sortes peut-être de ta zone de confort. Oui. Alors, as-tu peur au moment de te lancer? Oui, j'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur, mais comme je te dis, déjà la prospection. Je suis quelqu'un assez timide de base, et je sais pas pourquoi, mais je me comporte souvent comme une petite souris.
Donc au niveau de la prospection, où il faut être sûr de soi, se dire allez, je t'explique pourquoi je suis vraiment la meilleure pour ton entreprise. Moi je me suis dit mais je vais jamais être capable de me vendre. Ça me terrorisait de prospecter et puis le fait aussi de devoir réellement me montrer sur les réseaux, parce que même si je faisais ça dans l'influence, c'était pas pareil, parce que je montrais mon quotidien avec mes animaux. C'était quelque chose qui me plaisait, alors que là, sur mon compte pro UGC, ça n'a rien à voir. Ce que je montre, c'est comment je peux t'aider à vendre. Moi, je vais dire ce qui me prend le plus dans le quotidien, émotionnellement, c'est le fait de pas avoir assez de clients. Alors, il y a des mois, ça roule tout seul, et puis d'autres mois, c'est la catastrophe, et en fait... c'est très dur émotionnellement ça à gérer. De se dire mais comment je vais faire le mois prochain pour payer les factures. Tu vois, quand par exemple il y a des impayés ou des choses comme ça me met facilement en difficulté. En difficulté, oui, beaucoup. Et ça, est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent t'aider, on va dire, qui peuvent compléter, comme par exemple la prime d'activité qu'on voit chez les salariés. Je pèse mes mots, et il y a des conditions, hein. Écoute, moi j'ai le droit à des aides de la CAF parce que du coup, en tant que mère isolée, j'ai des aides par rapport à ma fille, par rapport à la prime d'activité, je l'ai aussi. Mmh. Après, j'ai aussi une partie de chômage, parce que comme j'ai encore des droits au chômage, comme je suis à mon compte, ça fait que les mois où je fais moins, en fait, eux, ils complètent. D'accord. Mais globalement, ça se passe bien, mais c'est toujours moi qui suis trop stressée de la vie. Non, mais on est tous pareils, hein. Je sais pas si c'est les femmes qui ont ce stress quotidien du financier, parce qu'on a besoin de stabilité en général. Ouais. Alors que les hommes, c'est encore différent. Ils sont plus fonceurs. Comment se sont passés tes premiers mois quand tu t'es lancée? Écoute, ça s'est bien passé parce qu'en fait, j'ai fait que d'évoluer. Les premiers mois, j'ai quand même réussi à me stabiliser à plus de 1 000 euros. Donc, c'était pas mal. Et puis, à un moment donné, j'ai réussi à aller à plus de 3 000 pendant quelques mois. Jusqu'à ce que du jour au lendemain, j'ai mon plus gros client qui arrête temporairement l'UGC sans me prévenir, sans rien. J'ai réussi à signer un autre gros contrat derrière qui me permettait un minimum. Alors, pas autant que l'autre client, mais au moins un minimum pour payer les factures. Et le problème, c'est que cette personne, des retards de paiement à chaque fois de 1 mois. Donc, ça a été compliqué pour moi. J'ai eu des périodes très très dures. Et aussi, le fait que maintenant, cette personne, comme elle est en arrêt, en fait, on travaille plus ensemble pour l'instant. C'est sur pause. Et là, j'arrive au bout du bout en me disant, ok, j'ai plein de petits contrats par-ci par-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, j'ai plus de contrat mensuel. Ah, ça c'est compliqué. Et tes premiers clients, tu les as trouvés comment? Mes premiers clients, il y en a, ça venait d'une agence avec laquelle je travaille déjà depuis plusieurs années dans l'influence. Donc là, je leur ai dit, écoutez, j'ai ouvert mon entreprise, donc maintenant je veux faire des collaborations rémunérées. Après, c'est venu aussi beaucoup par la prospection. Le premier mois, pendant 1 mois et demi, j'ai prospecté plus de 200 entreprises. J'y suis allée vraiment à 10 000%. Je me suis donné au maximum. Ça m'a fait plein de petits contrats. Et puis en fait, à force de faire plein de petites collabs, je me suis fait repérer, et c'est là où les entreprises pour des contrats long terme, d'ailleurs, c'est elles qui m'ont démarché. Et à l'heure actuelle, ça fait depuis novembre que je ne prospecte pas et que j'ai que des personnes qui viennent d'elles-mêmes. Parce que là, tu dis que tu as été quand même dans une agence. Je suis inscrite dans plusieurs agences et parfois ils mettent en contact en fait les marques avec les créateurs, et du coup ça permet de trouver des contrats. Ces agences-là, tu les payes ou c'est gratuit? Non, je les paye pas. Oui, il doit y avoir une com. Oui, il y a une com. Une com qui doit se faire entre la marque et puis c'est l'agence qui te rémunère directement. C'est ça. Ça sécurise un petit peu. Un petit peu, mais pas tant que ça, parce que tu vois, par exemple, là, j'ai signé un contrat avec une agence, c'était en avril. Dis-toi qu'à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas le paiement. J'ai relancé plein de fois. À chaque fois, il y a une inertie de dingue entre j'envoie les vidéos, elle me redonne validation, et puis au niveau du paiement, là, ça fait plus de 2 semaines, par exemple, silence radio. Rien. Pas une réponse pour me dire écoute, je te donne les infos plus tard ou autre, rien de rien. C'est vraiment dommage. Et en fait, quand tu fais ça, quand tu fais ta facturation justement, normalement dans la facturation, je sais pas si tu mets les conditions, s'ils les respectent pas. Oui. Est-ce que tu le fais? Oui, alors parce qu'on ose des fois pas en tant qu'entrepreneur. Alors moi, j'avoue que j'ose pas. À chaque fois que j'ai eu du retard, j'ai pas osé donner des pénalités. C'est dommage. Mais je dis ça, mais on est tous... parce que moi, je me vois aussi faire ça aussi. Des fois, ça m'arrive. Ouais. Je me dis, oh là là, il doit pas avoir les moyens, où il est dans une situation un peu bancale. Et des fois, pour pas perdre le client, on se dit, on laisse passer et puis on verra bien comment ça va se passer. En fait, je pense que quand on est à son compte, une des choses qui est aussi difficile, c'est la peur de perdre le client. Mais est-ce que tu penses pas qu'ils en jouent un peu? Si.
Ouais, si, il y en a, On est c'est des d'accord. petits malins. On est d'accord. Surtout quand c'est une grosse entreprise, des fois on se Ah dit oui, surtout que moi, je travaille globalement que avec des grosses entreprises, donc je sais qu'il y a le budget derrière. Quand ce sont des petites entreprises, tu vois, j'ai quand même plus de flexibilité parfois un peu à baisser mes prix pour que ils puissent justement réussir leur lancement, etc. Oui. Mais bon, Puis en plus, il peut revenir vers toi pour d'autres petites, C'est ça. d'autres petits contrats ou d'autres missions qui voudraient te faire lancer. Quelle est ta première collaboration qui t'a vraiment marqué? Bah, je pense que celle qui m'a paru le plus entre guillemets exceptionnelle, ça a été l'aspirateur Tinko parce que du coup j'ai eu un gros aspirateur et puis ils m'ont payé plusieurs vidéos, j'étais trop contente. Donc ça c'était cool, j'avais pas d'aspirateur, je me suis dit c'est génial. Alors, as-tu connu le syndrome de l'imposteur? Oui, bah je pense que ça on a tous plus ou moins de se dire est-ce que mon travail ça vaut vraiment autant, j'ai fait cette vidéo mais j'ai l'impression que c'est nul par rapport aux autres, est-ce que c'est ma place, même encore à l'heure actuelle hein, je me le dis facilement. Par exemple mes vidéos si je vais pas être choisie pour une collaboration ou si ma vidéo elle va moins performer qu'une autre, directement je vais me dire ah ouais mais tu vois c'est parce que je suis pas assez forte et puis telle personne elle est peut-être mieux, plus légitime, plus ceci, plus cela. Et moi ça m'arrive très souvent de me dévaloriser. Pourtant sur Instagram, je suis la première à dire ah mais non mais faut croire en soi et machin. Mais Encore très t'arrives récemment. quand même à te... Oui, j'arrive toujours à rebondir. Oui. Oui. Parce que tu te remotives. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se laissent vraiment Oui, je pense dans qu'il y ce en a qui se syndrome. laissent trop prendre par ça. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. À chaque fois, je regarde, je dis, ah, elle fait ça. C'est Puis gentil. on te voit beaucoup en plus, hein, ces derniers temps. C'est vrai. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce que t'es sur mon fil. Peut-être, je sais pas. Donc, tu nous avais dit que tes plus grosses difficultés rencontrées, c'était plutôt tout ce qui est financier. Je pense que le financier, ça reste la plus grosse difficulté parce que toutes les collabs se sont quand même bien passées. Non, c'est vraiment les personnes qui payent très en retard. Et que ça me mette en difficulté au point que je ne puisse pas payer mon loyer, pas payer mes charges. Et avec un bébé, ça a été très compliqué. Si je suis honnête avec toi, il a même fallu que je demande un bon alimentaire à l'assistante sociale parce que je ne pouvais plus payer. C'est terrible quand ça arrive comme ça. Et dans ces cas-là, tu te sens en échec total. Est-ce que, justement, est-ce que tu avais envie d'abandonner à certains moments? Oui, il y a eu des moments où je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre un métier lambda et puis comme ça, ça me fera de l'argent. Ouais. Et en même temps, je voulais pas. Il y a toujours ce petit truc en moi qui me dit, non, je dois pas arrêter, je vais continuer, je vais y arriver. Tu vois, même dans n'importe quelle situation, même les plus critiques dans ma vie, à chaque fois que j'arrive au plus bas, il y a toujours un petit truc qui me dit, mais tu peux pas lâcher maintenant. Tu dois continuer, tu dois rebondir. T'as pas le choix. En fait, est-ce que tu as eu une grosse erreur dans ta vie? Les énormes erreurs que j'ai fait au niveau perso, alors il y en a beaucoup. J'essaye de jamais regretter parce que je me dis que chaque erreur ou chaque grosse épreuve qu'on vit dans la vie, elles sont pas là pour rien. En fait, je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est là pour nous donner une leçon ou pour nous faire évoluer vers du mieux. Donc maintenant, j'ai aucun regret sur des erreurs que j'ai pu faire. Et au niveau pro, grosse erreur, si quand par exemple j'ai démissionné du Luxembourg pour partir à La Réunion et que j'ai tout perdu à ce moment-là, je pourrais te dire dans l'absolu que c'est une grosse erreur. Et puis finalement, j'ai envie de te dire, je veux pas le regretter parce que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu ma petite fille derrière. Je regretterais pas. Je préfère revivre 1000 fois les épreuves difficiles que j'ai eues pour arriver à là. Tu vois, Comment gères-tu ta période de calme? Alors, parce que là, la période de calme, c'est souvent peut-être pour toi, là, vu ce que tu nous as dit, un peu de stress. Même si tu le montres pas auprès de ton enfant ou de tes animaux, parce qu'ils doivent le sentir aussi. Oui, ça oui, ils doivent le sentir parce que parfois ils sentent que je suis beaucoup plus nerveuse, que je vais pleurer plus souvent. Mais comme je te dis, il y a toujours ce truc qui me dit, allez, tu t'y retournes et puis t'as pas le choix. Et pendant les vacances avec ta fille, pendant cette période-là, t'arrives quand même encore à continuer à faire ton activité? Moi, il y a la crèche même pendant les vacances. Donc pour l'instant, il y a pas de vacances réellement. Il y a eu une fermeture pendant une semaine, mais quand c'est comme ça, moi-même je me mets en vacances. Comme ça, je m'occupe de ma fille à 100%. On fait plein d'activités puisque moi à 3 mois, je faisais un road trip avec elle dans ma voiture. On va tout le temps au parc, on va à la piscine, on fait plein d'activités parce que même si elle est bébé, je considère que tout ça, ça la forge. Ah oui, donc, tout à fait. Voilà.
Et ça, moi, je suis d'accord avec toi parce que moi, avec ma fille, c'est ce que j'avais fait aussi. Je me suis séparée pareil comme je me vois carrément parce que je me suis séparée de mon mari, de mon ex-mari et puis j'ai eu plein de choses qui allaient pas et je suis partie avec elle en voiture et on est parti dans le sud, on est reparti en Bretagne. On savait pas du tout comment ça allait se passer et ça a vraiment forgé et je crois que c'est les meilleurs moments de sa vie. Bah, j'espère. Et au moins, je me dis, ça, c'est ma réussite, même si parfois il y a des moments qui sont beaucoup plus durs, bah, les pleurs, les petites crises, les moments où quand elle est pas bien. Mais globalement, c'est vrai que de la voir comme ça, quand elle me sourit, au moins, j'ai l'impression de vraiment compter pour quelqu'un et puis de me dire, bah, ça va. Tout ça, je le fais pas dans le vent. C'est ton pourquoi. Voilà, c'est ça. Alors, as-tu suivi des formations pour devenir créatrice d'UGC? J'ai fait la UGC Academy de Inès Mas l'année dernière quand j'étais enceinte, vraiment, donc entre mon 7e et 9e mois. C'était génial, ça m'a vraiment énormément ouvert de portes, ça m'a... Vraiment, j'ai tout appris dans le métier, même si j'avais quand même des bonnes bases. Je le dis toujours, mais c'est une formation que je recommande beaucoup, donc voilà. Parce qu'il y a beaucoup de formations qui le vendent et des fois on se dit bah on va y aller et puis au final on n'est pas contente, mais toi t'as l'air d'être satisfaite. Alors moi je suis super contente, surtout qu'au début, avant de me lancer, en fait il y avait un challenge de 4 jours qui était gratuit. J'ai participé au challenge, j'ai trouvé que le suivi était génial. Les filles qui faisaient tout ça, qui encadraient le truc étaient vraiment top, elles boostaient réellement. J'avais peur de me lancer et de payer un peu dans le vent et de pas m'y tenir. Mais finalement, j'ai tout fait et je regrette pas du tout. Je pense que c'est une des meilleures formations que j'ai faites. Et alors, au niveau du financement, t'as pu faire des paiements en plusieurs fois, t'as pu avoir des aides, par exemple, de France Travail? Là, j'ai pas eu d'aide de France Travail pour ça parce que j'avais déjà eu des aides pour une autre formation. Par contre, oui, j'avais payé en plusieurs fois la formation. C'est un investissement à faire parce que mensuellement, c'était quand même élevé. Enfin, par rapport à nous, à notre situation, par rapport au fait qu'on avait rien du tout à ce moment-là. Et toi, tu te conseillerais les personnes qui se lancent comme toi en tant que créatrice de contenu, de se former avant? Je trouve que c'est quand même important, voilà, de se former à tout ce qui va être montage vidéo, comment gérer un tournage, comment bien gérer les voix off qu'on fait, les faces caméra, de comprendre que voilà, c'est pas juste faire une vidéo vite fait qui est jolie. Derrière, il y a vraiment l'objectif de conversion, tu vois, se faire un script béton qui va accrocher. Tout ça, ouais, faut être carré. Tu vois, tu peux pas faire ça comme ça au hasard. Après, il y en a qui réussissent très bien toutes seules. Je vois des créatrices parfois qui se lancent et qui ont pas de formation derrière et qui cartonnent. Donc, parce qu'elles ont tout compris au truc. Alors, je sais pas si elles ont déjà des bases derrière ou si c'est parce qu'elles ont vraiment la vision et c'est voilà, elles ont un don, je sais pas, mais ça c'est top. mais moi je trouve ça quand même mieux de se former et puis d'avoir toutes les clés en main. Quel investissement referais-tu sans hésiter? Donc je suppose la formation. Oui, la formation et puis le matériel. Le matériel c'est important. J'ai mis du temps parfois à acheter certaines choses et qui ont quand même vachement amélioré la qualité de mes vidéos. Et je me dis, j'aurais dû le faire avant, par exemple les micros. Tu vois que la toute première vidéo que j'ai faite, j'avais pas de micro. Le son était très mauvais. Ce que j'ai fait, c'est que après j'avais dû réenregistrer une voix off par-dessus la face caméra que j'avais fait pour caler le son pour qu'il soit de meilleure qualité. Alors ça se voit pas sur la vidéo si tu le sais pas, mais moi derrière ça me demandait un travail de dingue. Tu utilises beaucoup d'outils par rapport à ton métier? CapCut Pro, Canva Pro. Donc des logiciels. J'utilise Time, ça c'est gratuit mais c'est pour la facturation. J'utilise aussi ChatGPT quand même pour me conseiller sur des choses, sur la stratégie, etc., sur des scripts. Je précise quand même que c'est moi qui fais les choses. Je dis pas bêtement tiens fais-moi ça et il fait tout, mais je trouve que c'est quand même un super outil pour nous aider pour aller plus loin. Les micros, après moi j'ai un iPhone pour filmer. J'ai un Mac, puis après j'ai trépied, j'ai des lampes aussi. Quand je te parlais d'investissement, micro et lampes, pour moi c'est des investissements que j'aurais dû faire de base. Y a-t-il un investissement que tu ne referais pas? Alors franchement, ça m'est jamais arrivé de faire un mauvais investissement pour mon entreprise pour l'instant. Comment tu t'es fait connaître? Écoute, moi je me suis fait connaître grâce à Instagram en fait. C'est vraiment Instagram qui t'a fait... Moi je suis vraiment essentiellement sur Instagram. Je m'étais inscrite sur plusieurs plateformes d'UGC, sur LinkedIn, sur Malte, sur machin, plein de trucs. En fait c'est vrai que j'alimente rien. Donc non, c'est vraiment mon Instagram et mon portfolio qui font tout. D'accord. Tu fais pas sur Facebook ou Snapchat ou TikTok? Non, TikTok aussi, apparemment, TikTok, TikTok, je l'avais au début, je l'alimentais pas mal. Et puis, en fait, ça s'est vite essoufflé parce que j'ai pas été régulière. Donc, comme quoi, la régularité, c'est important. La régularité, c'est la clé.
Mais on dit toujours c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Ah oui, Donc, c'est voilà. vrai. C'est vrai, c'est vrai. comme ça. Quelles actions ont réellement fonctionné pour toi? Optimiser mon compte Instagram, faire un portfolio vraiment carré et béton qui me représente, toujours améliorer mes vidéos. Et tes portfolios, tu le fais sur un site bien Sur particulier? Canva, moi j'ai un Canva site. Donc sur Canva, il y a toutes tes vidéos, tous tes projets. Voilà, j'ai fait un site internet via Canva et puis ensuite j'ai ma petite adresse et voilà. Quels sont les 3 conseils pour quelqu'un qui démarre aujourd'hui? Je pense qu'il faut s'entraîner énormément, faire beaucoup de face caméra, beaucoup de voix off pour s'entraîner parce que c'est pareil, si t'es pas performant, il y a tout qui tombe à l'eau. Comprendre réellement la stratégie derrière, donc à quelle cible tu parles. Il y a trop de gens qui vont faire des vidéos comme ça au hasard, qui vont pas comprendre en fait pourquoi ils la font. Donc ils vont parler des caractéristiques du produit, ils vont parler d'eux, mais en fait ils vont pas parler de la cible. Il faut toujours vraiment bien travailler son storytelling, l'art de raconter une histoire à travers nous-mêmes. C'est-à-dire, moi je vais commencer à te raconter une histoire, enfin quelque chose que j'ai vécu dans le quotidien parce que je sais que ça va te parler. Et puis l'art de faire aussi des ponts, on va dire. Tu vois, j'ai vécu ça, voilà comment je peux l'utiliser dans une publicité. Donc tout ça, toute la partie stratégie, il faut vraiment la travailler à fond. Et puis la troisième chose, pas besoin que tout soit parfait ou d'avoir un matériel de dingue, juste se lancer, le faire et pas abandonner. Si on y va, par contre, si quelqu'un veut se lancer, faut qu'il y aille à 10 000%. C'est pas, oh bah aujourd'hui je fais ça et puis demain je ferai un autre truc et puis dans une semaine je continuerai. Non, c'est si tu te lances, alors donne-toi à fond, donne-toi les moyens de le faire parce que quand tu es en indépendante, c'est très dur. Il faut avoir une rigueur de fou. Et tu penses qu'une personne qui est salariée, qui a envie vraiment d'entreprendre, peut le faire aussi? Oui, il y en a plein qui combinent un travail et l'UGC. Ce qui est bien avec l'UGC, c'est qu'on travaille. Alors, ça dépend des créatrices. Moi, par exemple, je sais que c'est mon activité à 100%, mais pourtant, je travaille pas tant d'heures que ça dans la semaine. Enfin, par rapport à du salariat. Si on compare, je vais travailler par exemple une après-midi par jour ou une matinée par jour, et puis le reste de la journée c'est dédié à mes animaux et j'ai un équilibre comme ça et pourtant j'arrive à tout boucler. Après, je pourrais aussi me dire, mais je travaille à 100% et je fais un chiffre d'affaires de dingue, mais moi je préfère aussi ma tranquillité, ma petite vie tranquille, voilà. C'est ce que je voulais te poser comme question. Et ben voilà, moi je préfère ta petite ça. routine, ta petite organisation. Moi je préfère ça, je préfère tu vois me lever le lundi matin, me dire ah bah je sais pas aujourd'hui j'ai pas trop d'énergie, alors j'y vais tranquille, je m'occupe un peu de mes animaux, puis l'après-midi je vais travailler sur mon ordi et puis le mardi je vais faire des tournages, des VOV, des machins. Je préfère m'organiser comme ça. Plutôt que d'être tout le temps à 10 000 puis de gagner 8 000, 10 000 euros par mois, mais à côté de ça de pas avoir de temps libre pour ce que j'aime, puisque finalement je l'ai dit à la base, si moi je me suis lancée c'est pour avoir du temps libre aussi. Moi c'était ma priorité d'avoir du temps libre pour ma fille et pour mes animaux. Et c'est quoi la différence entre un peu l'UGC et quelqu'un qui est influenceur par exemple? En fait l'influenceur lui il va vendre sa communauté. Il a une communauté avec beaucoup d'abonnés, il va parler de lui, il va montrer ce qu'il fait, etc. Il va faire des fois des collaborations, mais en fait, il va vendre sa communauté à la marque. C'est-à-dire, bah tiens, je te donne telle visibilité pour que mes abonnés, des codes promo et tout, pour qu'ils puissent acheter, alors que moi, j'ai rien à vendre. Moi, ce que je vends, c'est mon image. C'est-à-dire que mon image, ils vont l'utiliser pour faire leur publicité, pour récolter des clients. Ça se voit que t'es passionnée par ton métier. Ah ouais. Ah oui, on sent dans la voix que tu te sens bien, quoi. Bah j'adore, moi c'est ma passion, donc oui, ça me fait plaisir que tu me le dises. Ah oui, ça se sent, et puis même quand t'en parles, tu pourras en parler des heures, je pense que tu t'arrêterais pas. Alors moi j'ai une question, c'est quel conseil donnerais-tu à une femme qui hésite de se lancer? Quand je me suis lancée, j'étais enceinte. On n'avait plus d'argent avec mon ex-mari, puisqu'on revenait de La Réunion à une période où on avait tout perdu. On est revenu ici, on vivait dans un 35 mètres carrés avec 2 chiens, un chat et moi qui étais enceinte qui allait avoir le bébé. C'était très compliqué et tu vois, je me disais tout le temps, mais en fait, pourquoi je me lancerais maintenant? C'est pas le moment, on n'a pas l'argent, on peut pas investir. On a toujours peur de pas être performant, de pas y arriver, de ceci, de cela. Et je pense que si une femme a envie de se lancer, elle peut tout réussir. Et qu'elle se dise, ok, si j'essaye pas, de toute façon, à ce moment-là, même si c'est pas parfait, j'y arriverai pas. Enfin, quelqu'un qui essaye pas, il peut pas se dire... Ça, c'est vrai. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que il faut se lancer, il faut aller jusqu'au bout parce que
Je dirais, moi, je rajouterais même, avoir des regrets, c'est le pire. Oui, ah oui, oui. Voilà, c'est vraiment le pire et on va se dire, non, mais je l'ai pas fait, mais j'aurais dû des années plus tard et c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Parce que t'as qu'une vie, en finale. Oui, ça c'est sûr. On va parler un peu d'avenir, justement. Comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu te vois encore dans ce métier? Moi, je me vois largement dans ce métier parce que je pense que c'est vraiment le premier métier où je suis vraiment bien. J'aime ce que je fais, je me verrais bien travailler comme ça des années sans problème. Par contre, j'aimerais bien me diversifier puisque avant je faisais tout ce qui était community management. J'aimerais bien aussi reprendre cette partie-là. Alors pour 1 ou 2 marques et continuer l'UGC à côté. Tu vois, me faire une petite base de revenus avec des clients qui seraient permanents, enfin sur du long terme, et puis de l'UGC à côté. Et pourquoi pas, de temps en temps, j'y pense, tu vois, à faire des petits audits ou de faire des petits coachings one-to-one pour accompagner des entreprises dans leur stratégie. Pas forcément gérer leurs réseaux sociaux, mais vraiment leur faire toute la stratégie et que eux, ils aient toutes les clés en main pour repartir. Enfin, tout ça, j'aimerais le développer davantage. Ouais, mais c'est une bonne idée parce que community manager, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que c'est un gros travail, ça prend énormément de temps. C'est bien que tu le dises parce qu'il y en a pour qui c'est pas du travail et c'est juste on va poster des trucs vite fait. Oui, voilà. mais c'est souvent ça. Mais quand on commence à faire des vidéos, qu'on commence à faire pas mal de choses, on se dit mais ça prend énormément de temps. Ouais. Mais surtout qu'on n'a pas forcément la stratégie, qu'on n'est pas dans le domaine. Ça, c'est horrible parce qu'on sait pas trop ce qu'on fait, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien, même si par exemple, je vais pas faire tout ce qui est community management, dans le sens, je vais pas gérer leurs réseaux sociaux de manière pure et dure. J'aimerais au moins parfois faire des audits à des entreprises et puis leur définir toute leur stratégie, tout ce qu'ils doivent faire pour améliorer, et puis ensuite que eux, ils voient ça avec leur responsable de com ou leur CM pour mettre ça en place. Je voulais aussi te poser cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais osé faire, mais que tu aimerais tenter? Non, j'ai pas forcément de choses où je me dis j'aimerais vraiment faire ça, mais j'ose pas. Peut-être plutôt me tourner vers tout ce qui est reportage vidéo ou photographie, parce que ça, c'est une de mes passions. Le problème, c'est que j'avais une caméra, enfin j'avais un très bon réflexe que j'ai revendu il y a quelques années pour me faire un peu d'argent. Et puis je regrette puisque maintenant j'ai plus les moyens de me racheter, d'investir vraiment là-dedans. Ah oui. J'en ai fait un pour une confiserie il y a pas longtemps. Tu vois, c'était pas de l'UGC, c'était vraiment un vrai reportage. Et en fait, je me rends compte que ça me plaît énormément parce que tu vois, ça me permet d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe. J'adore apprendre. Et puis de filmer, vraiment là pour le coup, quand c'est un reportage, c'est vraiment tout ce qui est esthétique. Et puis je sais pas, faire des interviews pour des personnes et tout, j'adore faire ça. J'en faisais déjà aussi dans mon ancien travail. Tu vois. Bienvenue. Peut-être qu'on animera ensemble Bis sans filtre, on sait jamais. Alors là, j'ai des petites questions rapides. Une qualité indispensable pour entreprendre? Le fait de jamais abandonner. Alors, une erreur qui t'a fait grandir? L'erreur que je ferais plus, c'est de douter de ma valeur et puis de proposer des prix dérisoires. Parce que beaucoup les entreprises négocient sur les tarifs. Tout le temps. Ah ouais, on dirait pas, hein. Ah, c'est horrible. C'est comme quand tu vas dans un magasin, tu veux pas dire écoute, j'ai pas trop les moyens, j'ai pas trop le budget. Est-ce que mon plein de courses, tu veux pas me le faire à 30 € au lieu de 150? Parce que tu vois, c'est compliqué pour moi. Dans ces cas-là, me demande pas mes services si tu peux pas te les payer. Alors moi derrière, je vais faire un vrai travail. Donc c'est soit on avance ensemble et tu me vois comme un vrai partenaire, soit tant pis. Oui, tu fais bien, oui, parce que c'est vrai que ça c'est difficile comme vraiment de se positionner en tant qu'entrepreneur et se dire c'est comme ça et pas autrement. J'ai encore un peu du mal parfois. Parfois c'est dur. Alors une personne qui t'inspire? Moi c'est une personne qui s'appelle Pascal, qui m'a énormément relevée quand j'étais à La Réunion. C'est elle qui s'est occupée de moi, qui a fait en sorte que ça aille mieux. C'est quelqu'un qui est très bienveillant, qui est jamais dans le jugement, qui m'a tout le temps relevé, on va dire quand même avec douceur, parce que même quand j'allais pas bien, toujours à me faire voir le positif. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est la personne qui m'inspire le plus dans mon quotidien, parce que si je devais ressembler à quelqu'un, tu vois, ce serait elle. Franchement, si tu nous regardes Pascal, c'est un superbe message. Un livre ou une ressource que tu recommanderais? Il y a un livre que j'ai lu, pareil, c'est Pascal qui m'avait demandé de le lire, c'était de Debbie Ford. C'était La part d'ombre du chercheur de lumière.
Et en fait, c'était quelque chose qui expliquait que tout ce qu'on vivait dans la vie, c'était pour une raison. Qu'en gros, si l'univers nous mettait telles épreuves dans notre passage, c'était pour aller vers du mieux derrière. Et même si on voyait pas l'issue au début, même si ça nous paraissait très noir, il y a toujours quelque chose derrière qui fait que, en fait, voilà, ça va nous donner une leçon ou nous donner des clés pour plus tard. Ouais, je le lirai. Je te dirai la suite si moi j'ai eu le même ressenti que toi. Un conseil à l'Apolline de ses débuts. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors moi, je vais parler à la Pauline de 18 ans parce que celle de l'année dernière, globalement, elle était quand même assez bien dans sa tête. Donc, je sais que ça aurait roulé pour elle. Mais la Pauline de 18 ans qui va se prendre des grosses rafales dans la tête, je vais lui dire de jamais lâcher parce qu'il y a des moments où j'ai lâché vraiment et je voyais pas d'issue. Ça a été très noir pour moi. Et en fait, j'aimerais lui dire de s'accrocher fort et que même si à tout y paraît horrible, que derrière il y aura, au bout d'un moment, il y aura la lumière. Voilà, de croire en la vie, tout simplement. Très beau message. Alors, tu vas pouvoir me compléter cette phrase. Entreprendre sans fil, c'est difficile. Ah oui. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille, mais je trouve que c'est une des plus belles choses. Bon, on arrive à la fin. Alors, la dernière question. Quand on regarde ton activité aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière ton entreprise? Ah bah, ça, ce qu'ils voient pas, ça va être tous les moments de doute. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Tous les échecs aussi, toutes les collabs, par exemple, qui devaient se faire, qui se font pas parce que finalement, c'est une autre créatrice qui est choisie. Des personnes qui vont avoir beaucoup plus de soutien que moi, alors que moi, j'en ai zéro. Ça va me mettre aussi des claques dans la figure de me dire, je suis triste parce qu'en fait, moi, derrière, il y a rien. Les doutes. Sur moi-même, de me dire ouais, t'es pas capable, t'es pas assez doué. Des moments où il y a des difficultés financières dont je parle pas, comme je te disais. Tout ça, c'est des choses qui me rongent beaucoup. Mais tu penses pas que des fois c'est bien aussi de le dire que ça va pas? Oui, c'est peut-être un tort. Peut-être que je devrais dire parfois telle et telle chose c'est compliqué. J'essaye de le faire à mon échelle, mais voilà. En tout cas, merci. Merci pour ta sincérité, pour ce partage. Et j'espère que cet échange, elle inspirera d'autres personnes. Cet épisode, si elle vous a plu, partagez, commentez-la, likez et abonnez-vous à Bis sans filtre. Et on se retrouve pour un prochain épisode.